question du coup qu'on peut se poser, c'est déjà c'est quoi un KPI pour peut-être nommer un peu le terme, et c'est quoi la notion de RevOps dans les grandes lignes. Julie ou Aubin, si tu veux. Je vais commencer par la deuxième partie. Ouais. C'est quoi la notion de RevOps que tu connais bien du coup. Les KPI. Donc effectivement, c'est un sujet qu'on connaît tous les deux bien. Moi, je m'occupe de l'équipe Revenue Operations. Donc comme je le mentionnais juste avant, c'est pas uniquement sur la partie sales et marketing, c'est sur sales, customer success, customer support. Qu'est-ce que c'est un RevOps? Déjà, un RevOps, si on devait parler de un RevOps, je pense qu'il y en a plusieurs, mais pour commencer par un, c'est un enabler. C'est quelqu'un qui permet aux équipes opérationnelles, donc aux gens qui sont sur le terrain, de se concentrer sur leur métier et de pas être pollué par tous les sujets annexes, les process, les outils, le monitoring de la donnée, tout ce qui est formation, connaissances, etc. En fait, globalement, ça, nous, on s'en occupe et on le mâche, on le pré-mâche, on le travaille pour que derrière, la personne qui travaille sur un client, sur un prospect, puisse n'avoir à se concentrer que sur ça. Et juste pour dire pourquoi je pense qu'il y en a plusieurs, parce qu'en fait, aujourd'hui, les RevOps, ça dépend vachement des boîtes. Parfois, c'est séparé entre sales, marketing, CS, CX. Parfois, c'est unifié comme c'est le cas chez nous. Parfois, c'est unifié à un moment, puis c'est reséparé plus tard parce que les évolutions organisationnelles font que il faut apporter davantage de granularité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est plusieurs types de profils rassemblés dans une équipe. Donc, il y a des profils très techniques qui vont être en charge de toute l'administration des outils Salesforce, HubSpot, Zendesk, voilà. Il y a des profils qui sont data analystes, qui vont vraiment être en charge de sortir la donnée de nos sources de données et de la compiler en données compréhensibles entre guillemets par les opérateurs et par le business. Il y a des profils qui sont plus généralistes, qui vont être des project managers, strategic project managers, qui vont un peu tout dire, mais globalement de la gestion de projet. Et il y a des profils qui vont être plus axés formation. Donc l'enablement, parfois, c'est pas rattaché aux ops, c'est rattaché parfois c'est rattaché au corporate, donc ça dépend aussi des organisations et de la taille, mais ça c'est des gens qui sont plus sur produire du contenu, réfléchir à des moyens de formation, à des méthodes de training, etc. Donc c'est vraiment une typologie de profils très différents qui ensemble ont une mission commune, c'est enabler et faire que les gens travaillent mieux au quotidien. Et peut-être plus sur la partie KPI, justement, si on devait décrire. Non, mais c'est très bien. Non, au contraire. Sur la partie plutôt KPI, comment on pourrait décrire ça, et sans forcément les nommer, puisqu'on va forcément en parler pendant cette table. Et peut-être pour compléter sur ce qu'est un RevOps, etc., je pense dans la salle, il y a une bonne cinquantaine de RevOps modulo ceux qui sont partis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous bidouillez un tout petit peu dans le CRM, vous avez commencé à mettre des targets à vos sales, réfléchir un petit peu au cycle de vente, faire un minimum de data sur c'est quoi mes taux de conversion, mes paniers moyens, etc. En fait, ça, c'est du job RevOps. Et après, la question, c'est à quel moment on monte cette équipe RevOps. En fait, c'est à partir du moment où ces tâches que vous faites un petit peu naturellement pour comprendre votre business et le rendre meilleur, ça vous prend un peu trop de temps, que c'est plus votre cœur de métier en tant que head of sales, en tant que founder, en tant que voilà, et donc vous allez vous dire ok, il est peut-être temps de staffer quelqu'un à 100% dessus qui a peut-être un peu plus de knowledge que moi, qui va pouvoir se concentrer uniquement son cerveau là-dessus. On parlait beaucoup de, je sais plus qui disait que dans sa boîte, tout le monde avait mis d'automatisation en place, etc. Oui, mais au bout d'un moment, ça tient plus. Il faut qu'il y ait 2-3 cerveaux max dans la boîte qui fassent tenir le château de cartes, sinon le château de cartes s'écroule. Et voilà, sinon t'as à peu près tout dit. Une fois qu'on fait grossir cette équipe RevOps, il va être question de spécialiser un petit peu plus les personnes, parce qu'il y en a qui vont être sur des sujets très techniques, d'autres sur des sujets très go-to-market, d'autres sur des sujets coaching, etc. Mais au début, c'est des personnes qui sont généralistes. Et c'est quoi du coup le ratio un peu des ops chez vous, même tous les deux? Nous, ça a été... moi, je suis arrivé quand on avait 5-6 commerciaux, et c'est le moment où on commence à se poser ces questions, et aujourd'hui, on a à peu près un sales ops pour une dizaine de commerciaux. Ah non, c'est ça. Et Doctolib, qui allait assez loin dans le truc, où ils ont recruté beaucoup de sales, il y a à peu près 800 commerciaux en France chez Doctolib. Ils ont une cinquantaine de personnes en sales ops, RevOps, go-to-market, etc. Donc, tout ce gros bloc. Et donc, eux, ils sont en ratio 1 pour 15 à peu près. Un RevOps pour 15 personnes, un pour 17, mais parce que c'est une énorme structure. Donc entre un SalesOps pour 8, 10 sales jusqu'à 15, 20 à peu près, quoi. C'est dans ces eaux-là. Et je pense que si vous commencez à avoir des boîtes avec une dizaine de commerciaux, c'est le moment où vous allez vous dire, en tant que manager sales ou head of sales, co-founder, je passe beaucoup de temps sur les outils et les data, et ça corrobore avec ce ratio. On est dans ces eaux-là. Alors moi, j'ai pas fait le calcul, je suis pas très forte en calcul mental, donc j'ai pas mon téléphone pour le faire. On est un peu moins de 20 pour 300 personnes, mais si je rajoute le CX, qui est très internalisé, donc c'est assez spécifique. Si on prend que les sales, en fait, il y a certaines personnes de mon équipe qui bossent que pour le département sales, mais la plupart ont quand même un rôle qui est transverse. Et donc, ce serait difficile de faire le ratio exact, mais on est dans ces eaux-là aussi. Oui, l'ordre de grandeur est ça. Du coup, donc quand considérer cette position, c'est qu'en fait, quand on se dit, c'est à peu près quand
Il y a trop de boulot pour justement se concentrer sur le sien, justement. Alors, si on devait repartir sur la dimension de KPI, parce que c'est quand même un des enjeux, alors il va y avoir plein d'acronymes, donc on va essayer de les expliquer chaque fois. Mais du coup, sans faire une liste à la Prévert des différents KPI qu'on peut suivre, c'est quoi les grands enjeux finalement de ce qu'on peut suivre et qu'est-ce qu'on doit suivre à peu près quand on est une boîte peut-être pré-market fit et peut-être post-market fit. Ouais. Donc KPI, Key Performance Indicator, celui-là vous l'aviez tous, j'espère. Non, mais on a précisé ce qui était l'IA un petit peu plus tôt, donc je plaisante. Il y a nous, je pense qu'il y a deux dimensions à avoir en tête quand on fait ces KPI et ces grands indicateurs. Il y a une vision qui est hyper importante, qui est la vision de ces objectifs long terme, mais très très long terme. Et il faut que ces objectifs-là, ils aient un sens vraiment pour vous, et il faut aussi parfois s'affranchir un peu de la littérature ou pas tout prendre si c'est dans la littérature, parce que si vous tapez KPI SaaS, vous en avez des dizaines et des dizaines. Et nous, on n'a choisi que 2 chez Penny Lane dans ces KPI très long terme qu'on suit depuis 4 ans et qu'on va suivre, je pense, pour les 10 prochaines années. C'est 2 choses. C'est l'ARR par sales. Et donc, c'est juste donc le revenu récurrent généré par nos sales. Donc, c'est quand on sort du SaaS, c'est le CA généré par ton sales. Et ce chiffre-là, on vise depuis le début quelque chose d'hyper ambitieux qui est, il faut qu'un sales nous génère 6-7 fois ce qu'il coûte. Et donc, tu prends le salaire de ton sales avec fixe variable, tu le charges et tu fais x6. Et donc, nous, quand on a fait ce calcul la première fois, il y a 4 ans, on est tombé sur, il faut qu'un sales nous génère à peu près 6 000 euros de MRR tous les mois. Là où nous, à ce moment-là, on en générait 1 500. Et donc, on s'est dit, on a refait les maths 4 fois. On s'est dit, ça veut dire qu'il faut que nos sales, ils fassent x4 chacun. Donc, ils génèrent 4 fois plus chacun pour être dans les meilleurs players de la tech. Et ben, cet objectif long terme, on l'a porté pendant 4 ans. Et là, c'était à 6-8 mois, à peu près, la moyenne des sales a atteint ce 6 000 euros de MRR. Et ce truc qui nous paraissait absolument impossible, mais qui a beaucoup de sens pour nous, parce qu'on se dit, ok, nos sales, ils génèrent 6 fois ce qui rapporte. Juste MRR, peut-être. MRR, donc c'est revenu récurrent mensuel. Dans le SaaS, c'est la somme de tous les abonnements que tes clients payent. On regarde beaucoup les fonds d'investissement. Évidemment. Et donc ça c'était le premier. Et ce que je dis pas de le répliquer, mais ça a beaucoup de sens pour nous parce que combien un sales te coûte, combien il te rapporte. Et le deuxième qu'on regarde, c'est toujours dans cette vision long terme, c'est ce qu'on appelle le magic number, qui est un peu lié à ça, qui est pour chaque euro que tu gagnes, combien il a fallu en dépenser en sales, mais aussi en marketing, en ops, etc., etc. Et un bon ratio, c'est à peu près 1 euro généré, t'as coûté 0,5 ou 0,75 euros en termes de coût. Quand on a commencé à suivre ce chiffre-là, nous, c'était 1 euro généré, il nous coûtait 11 euros en coût. On s'est dit, mais il faut qu'on divise par 10 nos coûts, etc. Et cette vision long terme qu'on a, mais on n'y est toujours pas au 1 pour 0,75 ou 1 pour 0,5, mais en fait, on s'en rapproche petit à petit. Et ce chiffre, il a beaucoup de sens pour nous aussi. On peut l'expliquer à notre grand-mère, quoi. On peut dire, mais en fait, je gagne de l'argent, j'en perds, et où se situe le ratio. Et donc, ces 2 KPI hyper simples, on les suit depuis le début et je pense qu'on va continuer à suivre. Et puis après, et je finis là-dessus, on a aussi des KPIs qui sont plus dans le quotidien, dans ce qui se passe au jour le jour, pour suivre notre business. Et donc là, ça va être, l'idée, c'est d'écrire en fait votre équation du succès. Chez nous, chez Penny Lane, c'est bien combien tu as de leads, combien de personnes s'intéressent à toi, à quel pourcentage tu vas les convertir, avec quel panier moyen, et combien de pourcents de churn. Et donc tu fais l'un fois l'autre, fois l'autre, fois l'autre, ça te fait ton revenu annuel ou ton revenu mensuel. Et ça, c'est assez simple à comprendre, il y a 5-6 variables. Et ensuite, on va les regarder une par une. Et à quel endroit on s'est planté ce mois-ci? Est-ce que c'est sur la conversion? On va faire du coaching de sales. Est-ce que c'est sur le panier moyen? Et en fait, on va revoir peut-être notre pricing dans le prochain semestre. C'est sur le churn. Il faut qu'on mette une équipe de customer success en place un peu plus solide, etc., etc. Et je finis juste sur un dernier truc sur ces KPIs. Je pense que là, vous êtes à des stades de boîte où c'est assez simple de piloter uniquement quelques KPIs. Et en fait, c'est très bien. Soyez juste sûr de choisir les bons. Si vous scalez, c'est ce que je vous souhaite, vous allez avoir tendance à recruter des profils qui sont analytiques. Et c'est très bien aussi, mais qui peuvent aussi vous noyer sous la data. Et nous, on est passé à un stade chez Penny Lane, à un moment où c'était impossible de suivre tous les KPIs. Tout le monde avait ses KPIs, il y avait beaucoup trop de data. Et la charge d'apprentissage et de la charge cognitive pour comprendre ces KPIs était beaucoup trop gros. Plus personne comprenait rien au cycle de vente. Et là, on est repassé dans une étape où on a limité nos KPIs. On en a à peu près autant qu'au tout début de Penny Lane. Et c'est beaucoup plus simple de comprendre cette vision. On aime bien nous mettre chez CTO justement la notion de North Star métrique. Et on a une métrique clé pour toute la boîte qu'on suit. Et du coup, c'est assez utile. Qu'est-ce que tu en penses, Julie, toi, chez Brevo? Complètement lié avec ce que tu as dit, je ne vais pas forcément revenir sur effectivement avoir une vision, des gros objectifs vers lesquels on travaille sur le long terme, c'est essentiel. Et après, c'est intéressant, je voulais peut-être rajouter une nuance. Au début, c'est facile de piloter et
et d'avoir de la visibilité sur l'intégralité de ces chiffres, sur le revenu généré par ses clients, etc. Nous, un enjeu qu'on a à force de grossir, c'est aussi de rapprocher la donnée opérationnelle, la donnée métier de la donnée financière. Et c'est là où, bon, je veux pas rentrer dans les sujets de délai de paiement, etc. Mais globalement, c'est vrai que des équipes sales et marketing, ce qui est important, c'est la donnée opérationnelle, la donnée métier. C'est les leads générés, c'est les conversions, c'est combien de clients on signe par rapport à nos leads générés. Et ça, quel ARPA, enfin quel revenu moyen par client, pardon. Ça, c'est des métriques qui permettent de piloter une équipe au quotidien et c'est essentiel de les traquer. Mais ensuite, enfin, l'autre enjeu et que j'ai moi aussi beaucoup côté Hub, c'est de réconcilier ça, donc ce qu'on signe et ce qu'on vend et ce qu'on perçoit. Et je trouve que c'est toujours enfin, après il y a la finance, il y a les investisseurs qui viennent nous dire ah, je comprends pas, là vous mettez ça et là vous mettez ci, et il y a quand même un gros écart entre les deux, et tu dis ah bah oui, bah il y a ce client là qui depuis 2 mois me paye pas, et donc là tu rentres dans des logiques effectivement beaucoup plus granulaires qui viennent rajouter du bruit et de la complexité dans ton pilotage de performance. Donc c'est assez important de scinder les deux, mais d'être aussi capable de les rapprocher et d'avoir une explication sur pourquoi est-ce qu'il y a des écarts aussi. Chaque équipe doit avoir ses KPI peut-être qui sont capables de piloter et de mesurer. Quelques questions. On doit rendre la salle dans quelques instants, donc on va prendre la partie questions. On va peut-être prendre 2 questions et après peut-être qu'on pourra se voir dehors, je sais pas. Oui. Oui, voilà. On peut continuer sur l'espace d'avant. café tout à l'heure. Il y a des questions ou pas? Bon, s'il n'y a pas de questions, sinon vous pouvez continuer. On peut continuer 2 minutes, 2-3 minutes. Qui a une question? Il est chaud, Emmanuel. Si tu demandes, on va trouver, t'inquiète pas. Non, il y en a un, parce que moi j'ai ma propre vision, mais à la limite, je veux bien. Quand on restreint, quelle est la stratégie que tu as utilisée pour restreindre tes KPI? Ça, c'est la première question qui m'est venue. Moi, j'en ai une, c'est en fait, si ça monte, si ça descend, et tout le monde s'en fout, en fait, on le met à la poubelle. Mais je veux bien avoir ta vision de comment on restreint. Et la deuxième, je trouve que vous avez mélangé une approche qui, en tout cas, pour moi, est différente. Et donc, je vais vous poser la question, quelle différence vous faites entre un KPI et un OKR? Technique. Peut-être sur la première partie, comme on a restreint, on s'est reposé juste sur cette fameuse équation du succès. Pour générer du revenu, nous, c'est nombre de leads, fois conversion, fois panier moyen, etc. Et en fait, tout ce qu'il y a autour, toutes les dimensions autour, etc., on les garde pour des deep dives spécifiques. Mais dans le quotidien, il faut que tes KPIs clés, t'arrives à les foutre sur une seule slide, quoi. Et que ça, t'arrives à l'expliquer à un new joy, à quelqu'un qui vient d'arriver dans la boîte, aussi bien qu'à ton board, etc. Et évidemment, il faut avoir les dashboards de deep dive, etc. pour faire cette réconciliation ou pour aller croiser dimension par dimension pour comprendre des phénomènes. Mais il faut en même temps arriver à garder cette vision un petit peu globale du funnel et pas te faire enfouir sur data. Et ensuite, j'avoue qu'on n'est pas excellent chez Penny Lane sur la différence entre KPI et OKR. Ouais. Non, mais alors, en une phrase... Peut-être juste préciser OKR avant d'introduire. Objective and Key Results, c'est des objectifs stratégiques un peu qui drive. Alors parfois ils sont trimestriels, semestriels, annuels, ça dépend des boîtes et des organisations, je dirais. Les KPI, certains KPI sont des OKR, si je le dis en une phrase. Concrètement, et là c'est hyper intéressant parce que je pense que nous on est encore trop on a trop de data qu'on traque en parallèle et on n'est pas assez restreint sur what matters, enfin sur ce qui importe le plus, quoi. Mais finalement, la manière dont on définit nos OKR, c'est sur la base de cette vision. Tu parlais des grandes métriques North Star vers lesquelles on veut tendre. Et en gros, c'est quoi la recette dont on a besoin pour atteindre cette vision? Et la recette, ça va être un mix l'objectif d'un OKR, c'est qu'il soit key result, qu'il soit mesurable. Donc on est obligé, entre guillemets, de prendre des chiffres qui permettent d'incarner cette vision. Et donc, quand on constitue les OKR, on va regarder la génération de leads, la conversion, la rétention. Le chiffre va nous permettre de mesurer, mais l'OKR, c'est plus que le chiffre. C'est globalement qu'est-ce qu'on veut faire avec ce chiffre-là. Donc le KPI, et deuxième chose, tous nos KPI qu'on traque ne sont pas dans nos OKR, mais ça c'est probablement parce qu'on en traque trop aujourd'hui.